Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission de Rabbin dans la Cité avec, comme chaque semaine, Rav Crémézy de Montréal, en plein hiver canadien. Sous la tempête. Et Rav Malka qui nous fait le plaisir de revenir cette semaine avec un thème qu'il connaît très bien puisque on va analyser, on va essayer de comprendre un peu la spécificité du consistoire central et finalement des autres consistoires, consistoire de Paris, consistoire de Marseille, de Lyon, etc., etc. Donc, historiquement, il faut comprendre que l'ADN du consistoire central, d'accord, c'était une décision, c'était une volonté napoléonienne. On sait que le consistoire vient de fêter ses 200 ans. Et en fait, c'était une volonté de Napoléon, administrative, de contrôler le culte. De la même manière qu'il contrôlait le culte catholique, le culte protestant, il voulait contrôler aussi le culte juif avec un système pyramidal, hiérarchique, qui rend des comptes à l'État. C'était ça l'idée. Alors ce qui est assez intéressant, c'est de comprendre que quand il y a eu la scission en 1905 entre l'Église et l'État, d'accord, eh bien, malgré tout, donc, l'emprise de l'État sur le consistoire et sur le fait qu'il payait les rabbins, que c'était des fonctionnaires, etc., ce qu'on retrouve finalement encore en Alsace-Lorraine, eh bien, cette emprise s'est tue, mais pour autant, le nom de consistoire est resté consistoire central. Et aujourd'hui, comme vous le savez, comme nous le savons, eh bien, le consistoire en France, c'est l'institution par excellence, d'accord, qui régit la vie de la plupart de nos concitoyens. Donc, Rav Malka, que je vais représenter pour ceux qui ne connaissent pas. Et derrière, il a surtout fait toute sa vie au consistoire. C'est un pur produit du consistoire. Il m'a répété plusieurs fois, attention, je ne suis pas le représentant du consistoire, mais pour autant, c'est un pur produit du consistoire. Il a été formé au séminaire, d'accord, parce que le consistoire... Après l'armée, après Tsahal. Ah, vous étiez en Israël? J'étais là-bas. J'ai fait 6 ans d'armée, puisque au milieu il y avait la guerre de 73. Quand j'ai quitté à 76, donc je suis parti à Paris pour faire mon rabbinat. Voilà, ça c'est de la découverte. Donc, Rav Malka, est-ce que vous pouvez nous présenter, d'accord, finalement l'institution du consistoire en quelques mots? Alors, l'institution du consistoire, comme vous avez dit, elle a été, donc c'est Napoléon qui a voulu créer un système, en fin de compte, qui est pour maîtriser les rabbins. Donc, il a mis un système de président qui surveille le rabbin. Et donc, le rabbin qui doit donner des comptes au président et au conseil d'administration. 90% des cas, ça marche. Et parfois, ça ne marche pas parce que c'est pas facile de donner des comptes à des personnes, incompétents parfois, qui ne connaissent pas grand-chose, parce qu'on leur a mis donc d'être... ils sont présidents ou autres, parce qu'ils ont été élus. C'est un contre-pouvoir au rabbin, en fait. Exactement. Et donc, mais le peuple juif, il est intelligent. Et Baruch Hashem, aujourd'hui, à la tête du consistoire de France, il y a un Ben Torah, un fils de rabbin, Joël Mergui, qui donc connaît bien les choses, et il n'est pas question donc d'aller contre le rabbinat. Alors, donc comment il est fait ce système? Ce système, c'est une communauté, donc elle a le président, elle a donc le rabbin. Le rabbin est rémunéré par la communauté. Je parle de province. Ça pour la province. Chaque communauté, pour le consistoire central. Chaque communauté est indépendante. Elle propose, il n'y a pas de tarif pour le rabbin, l'offre et la demande. Communauté riche, voilà. Il faut être un bon négociateur pour avoir une bonne chose et surtout peut-être aussi d'avoir des... Il peut avoir une rémunération à la performance sur le nombre de par exemple, et surtout des avantages en nature, par exemple un appartement de fonction, ce qui n'est pas le cas de Paris. Par exemple, mais à Paris, non. Paris, elle rémunère les rabbins. Les ministres du culte et les chazanim sont payés par la CIP. Par la CIP. Et donc, le consistoire central, lui, ne s'occupe pas. Pour être adhérent... Il y a combien de personnes qui travaillent au consistoire? Moi, je pense qu'il y a au moins fixe, Paris, au 17 rue Saint-Georges, parce qu'il y a le 19. À 17 rue Saint-Georges, à mon avis, au moins entre 150 et 200 personnes permanentes. Plus les shuratim, plus les shomrim, les gardiens rituels de la cacheroute et autres, et plus les gens d'extérieur, les rabbins qui sont dans les communautés. Voilà, donc c'est un système, peut-être il n'est pas extraordinaire, mais il marche, puisque le plus ancien,
200 ans. Donc voilà, une communauté, elle est structurée, le président et le rabbin, et donc ils doivent travailler en binôme et dans une compréhension. Donc rapidement, le consistoire aujourd'hui, le consistoire de Paris, c'est le séminaire de formation des rabbins. Le séminaire, il est lié au consistoire central. Au consistoire central. D'accord. La formation des rabbins. Il y a la cache-route, la gestion de la plaque de la cache-route. Je parle du consistoire de Paris. La cache-route. Il y a les mariages, d'accord, tout ce qui est service de mariage. Il y a le service des divorces, malheureusement. Ça, à Paris, hein. Tout ça à Paris, Paris, oui. Service des divorces. Oui. Service des conversions. Oui. Et puis tout ce qui est Chevra Kadisha. Chevra Kadisha, il y a aussi l'éducation. Ah, éducation. Torah, il y a au moins peut-être 100 ou 120 centres de Talmud Torah. Et donc, il y a aussi la Victoire, il y a d'autres qui sont liés au consistoire de Paris, et donc qui sont gérés par tout un pôle. Alors vous, Rav Kremezi, ce système centralisateur là, vous avez vécu en France un peu ou pas? J'ai vécu en France jusqu'à mes 20 ans, oui, ça fait longtemps. Mais Baruch Hashem, donc on a connu à Marseille le consistoire de Marseille qui avait une synagogue, qui avait une cache-route. On le Rav Shimon Bitton, Rav Rebibo qui était le Dayan de Marseille. Donc j'ai pu connaître un petit peu certains des rois allemands du consistoire. En Amérique, nous n'avons pas cette façon de faire où il y a une centralisation totale qui va gérer tout le monde. Il y a plutôt des communautés qui se gèrent, une communauté séfarade, communauté ashkénaze, communauté chassidique, Belz, Vijnit, Satmar, Litaït, Agudat Israël, qui ont leur propre système, où chacun est indépendant, mais c'est pas parce qu'ils sont indépendants qu'ils ne retrouvent pas cette même difficulté. Donc du coup, c'est très complexe parce que comment ils arrivent à gérer autant de services? C'est-à-dire qu'en fait, qui fait les guitines? Ils marchent ensemble? Pas tout le monde. Alors, par exemple, à Montréal, Baruch Hashem, depuis que le Rav Mordechai Eliyahu est venu, si je me trompe pas, c'était au début des années 80, où il y a un seul Beddin qui est reconnu par Eretz Israël, où les Sfaradim, les Ashkenazim et même les Chassidim sont sous une tutelle du Beddin où il y a un Rav Séfarad quand un Séfarad, un Rav Ashkenaz quand c'est un Rav Ashkenaz, un Rav Chassid quand il y a un guet qui est Chassid pour les bdikot Hashemot que les gens doivent savoir, qu'il y a différents noms et différentes façons de les écrire, mais tout le monde siège sous la même tutelle en ce qui concerne les guitines. Montréal est une ville particulière où tout le monde siège ensemble. Il y a combien de juifs à Montréal? 100 000 à peu près. 100 000 juifs. Ah, c'est d'accord. Et on est une des seules villes en Amérique du Nord où on a une cache-route avec un seul Bédine. On est vraiment de ce côté-là une ville très unie où Lubavitch, Belz, Kver, Sfaradim, Ashkenazim sont ensemble. Du coup, c'est Chalak Bet Yosef, la norme. Non, il y a les deux. Il y a le Chalak et le Chalak Bet Yosef. Il y a les deux. Il y a des tampons Bet Yosef, des tampons pas Bet Yosef, et les deux peuvent choisir ce qu'ils veulent. Mais en Amérique, par exemple à New York, vous prenez, il y a plusieurs Beddin. Vous avez par exemple le Beddin le plus connu, le Beddin de Oyou, où ils ont la plus grande cache-route au monde, où aussi ils ont leur Din Torah, leur Baté Din Torah, où ils ont leur système de conversion aussi. À côté, vous avez le Beddin Lubavitch, qui font leur Din Torah, qui font leur conversion, qui font leur cache-route. Vous avez à Chicago le hockey, pour beaucoup de personnes qui connaissent le haut avec un K, où ils sont complètement indépendants, plus plein de Beddin qui sont indépendants, qui n'ont pas relié avec l'un avec l'autre, mais qui peuvent faire leur cache-route, leur conversion, et ainsi de suite. D'accord, du coup si je résume, en fait vous dites que globalement, pour ce qui est de Montréal, vous avez entre guillemets un consistoire qui n'est pas un consistoire, qui est un Beddin. Vous avez un Beddin centralisateur. Maintenant, mais du coup, s'il y a une petite communauté au fin fond des lacs là-bas, qui n'a pas les moyens d'assurer sa survie, de prendre un rabbin, etc., c'est la mort de la communauté, quoi. Ça fonctionne comme des entreprises, quoi. Toutes les communautés sont indépendantes. Chaque communauté nomme son rave, va ramasser les fonds qu'elle a besoin
pour faire sa choule, pour faire ses besoins, et personne n'est relié avec personne. C'est pour ça que vous avez le revers de la médaille, vous pouvez avoir des réformés, des conservateurs, des reconstitutionnistes, des madame rabbins et des petits rabbins et des petits rabbins beaux gosses. Il faut faire ce que vous voulez parce que personne peut gérer un petit peu tout ce système. En Amérique, vous avez 1 million de genres de façons de vivre et chacun vit la façon qu'il a envie. Les problèmes de président et de rabbin, c'est pas parce qu'on n'a pas un consistoire qu'on les a pas. Chaque communauté a son président et chaque rabbin a ses difficultés avec son président. Le Maharal de Prague et le Kliyakar, Rabbeinu Ephraim Olelot, on parle des gens déjà au début du XVIIe siècle, avant que même le consistoire ait existé, des difficultés des hommes communautaires versus les rabbins. Le Khatam Sofer en parle au début du 19e siècle. Donc les problèmes, c'est pas parce qu'on s'appelle pas consistoire que les problèmes n'existent pas, et c'est pas parce qu'on s'appelle consistoire que les problèmes nous aussi n'avons pas l'exclusivité ne des sont problèmes. pas exactement ne sont pas pour autant abolis. Alors justement, Rav Malka, vous qui avez quand même parcouru beaucoup de synagogues entre la banlieue parisienne, la Normandie, etc. Qu'est-ce que vous trouvez de si exceptionnel finalement dans ce système consistorial qu'il n'y a pas justement aux États-Unis? Alors, il faut faire la différence entre celui de Paris, qui est solidaire des communautés qui n'ont pas les moyens. Donc, aucun rabbin n'a perdu son poste parce que la communauté Ne pouvez pas le payer. ne pouvait pas payer. Donc, il y a solidarité. Le consistoire de Paris. Il y a combien de rabbins consistoire de Paris, vous savez? Il y a 80 communautés. Rabbins en titre qui ont fait Vauclin. Je pense qu'il y a 20 ou 30 maximum. C'est tout. Tout le reste, ce sont des on va dire, les ministres du culte ou des chazanim. Les communautés parisiennes, ils ont et le rabbin et le ministre du culte ou le chazan. Mais les autres, en dehors de Paris, donc le rabbin fait... Il fait la lecture, il fait tout. tout. Donc il n'y a plus... Même dans les grandes communautés, les grandes synagogues de Paris, je pense dans quelques années, il n'y aura plus besoin de chazan. Le rabbin sera obligé de faire Kriyat Torah, la lecture de la Torah et le reste. Donc, ce qui est bien à Paris, c'est ça. En province, non. C'est pour être consistorial, il faut cotiser au consistoire central. Et le consistoire central, il a un regard via le grand rabbin de France pour que tout ce qui se passe comme culte, bar mitzvah. Mais on est d'accord que le consistoire central, c'est beaucoup plus petit. Ah oui, c'est bien sûr. C'est combien de personnes? C'est quoi, 15 non, personnes, eux 20 sont personnes? une dizaine. 10 maximum, personnes. Ouais, maximum. Hein. Parce qu'il n'y a pas de Bédine. Tout est lié à Paris. Eux, ils gèrent en quelque sorte la relation entre Paris et la province. Donc, le déplacement du Grand Bain de France, du président, tout ce qui va avec. Donc Mais c'est plus un rôle honorifique face au monde goy, quoi. oui, parce qu'il faut. Bien sûr. Mais à mon avis, à la longue, le consistoire de Paris et France Ils vont fusionner, quoi. obligés parce que ils ne peuvent pas s'autofinancer. Donc ils n'ont pas de revenus comme la cache-route du consistoire de Paris, comme tout le reste. Donc à la longue, même aujourd'hui, Donc là en fait, vous êtes d'accord pour dire que la cache-route est trop chère, puisqu'il faut financer tout avec. Oui, parce que c'est le gâteau. En fin de compte, il y a beaucoup de gens qui demandent. C'est-à-dire que le gâteau, il y a beaucoup de parts à donner de ce gâteau de cache-route. Donc c'est pour ça qu'on a besoin d'une cache-route qui est sérieuse, mais qui ramène aussi le reste. Et donc, à mon avis, ils vivent en intelligence, les deux, des consistoires pour le moment. Et il n'y a pas tellement de difficultés, surtout quand depuis donc... Je ne vous ai pas laissé répondre. Du coup, pour vous, c'est quoi la beauté de cette institution? Eh ben parce que c'est, comme dit Rav Krebizi, c'est unique. On n'est que imité, mais pas égalé. Donc c'est un système que donc la communauté s'occupe de tout. Et les gens demandent. D'ailleurs, quand il y a un problème, on demande en consistoire. Donc pourquoi? Parce que le consistoire, c'est une adresse qui sert à beaucoup de gens, de tout le monde. Et donc, par exemple, pour les guitines, pour les divorces, pour les conversions hautes, ils ont une bonne renommée. Et donc, parce qu'ils savent que c'est des gens sérieux. Même pour le système de le système de personnel.
pour les certificats de judaïsme et autres, Israël ne reconnaît qu'un seul interlocuteur, c'est le consistoire de Paris. Donc c'est le statut personnel, c'est que unique. Il gère tout le monde. Qu'est-ce que vous en pensez, Rav Kremezi, de ce côté unique? Dans tout, il y a du bon et il y a du moins bon. C'est sûr qu'une centralisation, elle amène beaucoup de positifs. Par exemple, on voit qu'en Eretz Israël, la Rabbanout Harashit a essayé de créer une centralisation. Par exemple, on a vu il n'y a pas très longtemps, à propos des conversions à travers le monde, que le Rav Yitzhak Yosef et le Rav David Lo ont essayé de mettre un petit peu d'ordre, à savoir si ça va un petit peu de la façon américaine, qui est un converti, qui ne l'est pas, qui est une cache-route, qui ne l'est pas. Ça veut dire que c'est sûr que laisser un peu tout le monde faire ce qu'il veut, et quand on connaît, ça va, mais quand on connaît pas, comment on fait? On voit une cache-route qui nous arrive du Mexique, une cache-route qui nous arrive d'Argentine, une cache-route qui nous arrive le grand Ravarachi du Caire, et ainsi de suite, on connaît pas. Je me rappelle un jour, il y avait un produit qui nous est arrivé avec Rabbanout Harashit de telle ville, et tout le monde pensait que c'était correct. Je me suis renseigné, c'était une madame. La rabbin était une madame qui était la grand rabbin réformé. J'ai rien contre les madames, mais ça veut dire que on connaît pas. Donc ça veut dire que avoir une centralisation quelque part, quelque chose qu'on peut savoir, il y a du bien. Je pense où on peut se poser la question, c'est quand on est lié à savoir qui c'est qui peut rentrer dans cette centralisation. Exemple, en Amérique, on va choisir un rave, alors on va savoir d'où il a une smicha, qu'est-ce qu'il a fait pour devenir rave, quel yeshiva il a fait. Baruch Hashem, il y a dans le monde énormément de yeshivot, de batédinim, qui créent des personnalités qui sont extraordinaires en Torah, Yirat Shamayim, Dayanim, qui nous donnent des possibilités de pouvoir diriger les communautés. Mais si on va restreindre de pouvoir prendre des rabbanim, à savoir en suivant un séminaire, ayant obligatoirement fait le bac, je pense qu'on va diminuer la possibilité de personnes très capables de pouvoir être compétents et diriger des communautés. Je pense que un des points qui était relevé par le monde ultra-orthodoxe, c'était d'avoir forcé les rabbins, d'avoir suivi le séminaire, même que je connais pas tellement les rouages de ce séminaire, mais vu que les gens qui avaient fait les yeshivot ktanot, les gens qui avaient suivi d'autres formations parallèles... Cette question, effectivement, Rav Kremezi, c'est une vraie question qui revient très souvent, etc. On peut comprendre, d'accord, on peut très bien comprendre que le consistoire veut bénéficier, veut continuer à garder, entre guillemets, le seul tuyau de ses rabbins, justement pour ne pas dépeupler son séminaire. Ça, c'est une des réponses. Moi, quand j'ai posé la question à l'époque, comment il s'appelait à l'époque? Rav Kaufman. Rav Kaufman. Non, c'est pas Rav Kaufman. Avant Rav Kaufman. Guggenheim. C'était Guggenheim. Ouais, Romain de Paris. Le grand. L'idée, c'était justement de ne pas dépeupler. D'accord? Oui, mais ils acceptent. Je pense que Rav Kremezi dit, et c'est vrai qu'on demande le bac, parce qu'une personne qui va parler en français devant un public, et donc c'est pour ça aujourd'hui on leur demande aussi une licence universitaire pour que on donne une force à cette personne, parce que n'importe qui, quelqu'un qui se connaît un petit peu philosophie, il va lui parler, il va dire « Ah, il connaît rien ». Donc, mais c'est sûr que c'est très français. les Bnei Yeshivot, ils ne font pas le même cursus. Pour quelqu'un qui a fait 10 ans, 12 ans de yeshiva, et il est baki, il connaît bien le chasse et la Gemara et Dinim, il ne va pas faire le même cursus que celui qui n'a pas fait de yeshiva. Donc ils prennent ça en considération, mais donc ils arrangent le directeur du séminaire, de l'école rabbinique, il reçoit la personne et donc il va lui créer un cursus. Pas le même que l'autre. Il y a ceux-là qui font 5 ans, il y a d'autres qui font 4 ans et 3 ans. Pourquoi? Parce qu'ils viennent avec un bagage, avec des connaissances, et ils ne vont pas faire la même chose que les autres. Alors, Frémézy, est-ce que vous ne pensez pas qu'une des vraies différences, c'est peut-être la notion de carrière? Moi, j'ai entendu beaucoup de fois parler avec des rabbins du consistoire qui me disent j'ai fait carrière là, j'ai fait ma carrière comme ci et comme ça. Et qu'il y a finalement cette idée qu'une fois qu'on rentre dans le consistoire, voilà, j'ai fait une carrière au rabbinat. Il y a un peu cette idée, comme on rentre dans une grande boîte
et on commence au service de Il a trucs, raté, et après on avance ce service-là, etc. On fait carrière dans le consistoire. Il a raté médecine, alors il a bifurqué sur le rabbinat. Non, c'est pas ça que je dis. On fait carrière au rabbinat. Il commence, il fait de la cache-route. Moi, le rabbin, il a la petite Keïla, de toute façon, qu'il voit que le samedi matin parce qu'ils n'ont pas d'office, etc. Sûr. En même temps, il est mashgiach ou il est responsable de cache-route. Et en même temps, finalement, après, il va essayer on va le mettre à la Chevra Kadisha. Et finalement, donc finalement, on fait carrière. Multicarte. On fait carrière. Non, on fait carrière. Que finalement, un rabbin dans cette communauté, il n'y a pas De cette province. notion. Qu'est-ce que vous en pensez, après-midi? Si je pourrais répondre honnêtement, sans blesser personne, parce que je pense pas que nous devons blesser personne et que nous ne sommes pas ici à faire le jugement de personne et d'aucun rabbinim. Mais on peut réfléchir ensemble. Je pense que ce que je vais dire est plutôt sous forme de réflexion que sous forme de jugement. Et j'espère que nos auditeurs vont le comprendre, qu'on réfléchit ensemble. Les rouages de la halakha sont très compliqués. À savoir, Yoredea, Orahaim, Choshen Mishpat, Even Haezer. En étant rabbin de communauté, on s'affronte automatiquement aux 4 niveaux du Shulchan Aruch. Je connais pas un rabbin qui va pas vous dire qu'il n'a pas touché. Moi, je connais que Mishnah Berurah ou que Rav Obadia, j'ai été capable. C'est pas possible. Un Rav doit avoir une connaissance générale. La question, elle est que une personne qui a fait son bac, donc elle a fait des études moitié religieuses, moitié séculières jusqu'à l'âge de 18 ans. À l'âge de 18 ans, il va rentrer faire une licence. Il va encore étudier quelques heures par jour. Il va faire l'école rabbinique. J'aimerais bien savoir comment, en espace de 2-3 ans, on est capable d'égaler un rave qui va étudier pendant 5 ans dans un kollel où il va passer 10 à 15 heures par jour de sa vie et croire qu'on va être au même niveau et être capable d'arriver à pouvoir avoir une connaissance suffisante pour pouvoir diriger ces halachot. C'est vrai, on peut savoir parler, c'est vrai qu'on peut savoir faire des discours, on peut être au courant de problèmes. Mais quand il s'agit de trancher des problèmes, quand on se retrouve tout seul, rabbin, dans une ville comme Montpellier, Nîmes, un peu lointain, où le rabbin est tout seul... Rav Khemezi, merci pour la question. Merci pour la question. Il y a un point qui est clé, et je pense que ça va être la base du truc. D'abord, les rabbins du consistoire, ils ont un vrai téléphone. C'est-à-dire qu'en gros, dès qu'ils n'ont pas de questions, etc. Moi, j'ai eu le privilège d'assister le Hav Beddin de Paris pendant 4 ans. Et son téléphone, il sonnait sans arrêt. Mais pour des questions qui peut-être, parfois, vous paraîtraient de faible niveau. Mais en réalité, la question, et c'est ça qui m'intéresse moi ici, c'est est-ce que finalement, le rabbin de communauté de province au consistoire, son rôle en priorité, c'est de trancher des questions d'halakha ou de réchauffer les gens pour qu'ils viennent un petit peu à la synagogue et qu'on ne les perde pas? Je voudrais juste poser une question avant de laisser le Rav parler. Si le consistoire avait été créé au XXIe siècle avec des téléphones, peut-être que vous avez raison. Mais n'oublions pas, le consistoire a été créé il y a 200 ans. Les téléphones n'existaient pas. Et on a envoyé des personnes à certaines communautés, il y a encore 40 ans, où les téléphones portables n'existaient pas. Et encore, vous vous basez sur un principe que le rabbin va avoir assez d'humilité et assez d'honorabilité de savoir ce que je sais et ce que je sais pas. Moi, ce que j'ai peur, c'est si on choisit, on dit telle personne, je la connais, elle va être capable de le faire. Vous avez peut-être raison, que ce soit Monsieur Nabé, Rav Yosef ou Rav Malka. Mais est-ce que, en créant un système, en nommant quelqu'un, tu es le rabbin, est-ce que on n'est pas en train de créer un système où peut-être que cette personne ne va pas avoir cette humilité, parce que nous avons tous besoin, même passant des yeshivot et dayanim, on a toujours besoin de quelqu'un de plus grand que nous. Est-ce qu'en 2 ans ou 3 ans du programme, on leur a assez donné de matière de Torah pour pouvoir leur imprégner que monsieur, tu es rabbin, mais attention, tu n'es rabbin qu'au téléphone pour avoir la question. Et ça, c'est la question qu'on doit se poser. Rav Malka, alors, 5 ans. Il est certain, il est certain que lorsque un candidat vient pour faire le rabbinat, il est certain que la priorité va vers quelqu'un qui a fait les shivas et qu'il maîtrise le Shulchan Aruch. Qu'est-ce qu'il fait pendant les 5 ans? Pendant les 5 ans, donc, je parle de quelqu'un qui n'a pas fait de yeshiva. Il va faire
6 jours par semaine, 3 heures de Gemara, 1 heure et demie de dinim. Donc en 5 ans, il a le temps de faire, disons qu'on prend toutes les Gemarot qu'il va avoir besoin. Mais il est certain que s'il n'a pas de bagage personnel pour qu'il puisse être indépendant pour les questions d'ordre d'enterrement, de mariage ou autre, sûr et certain, il aura un problème pour les bodeks, pour la nida haute, sûr et certain qu'il ne peut pas avec une formation. Mais ce rabbin, on le forme pour qu'il puisse avoir tous les éléments devant lui, pour qu'il puisse consulter. Et ne pas prendre sur lui les questions d'Halakha. Donc aujourd'hui, on a un interlocuteur, c'est le grand rabbin de Paris, qui est le Rav Gounaïm, haute, plus les autres. Donc on n'est pas limité. On a les autorités en Israël aussi, rabbiniques. Et donc chacun, il peut demander, peut se renseigner. Comme dit le Rav Kremizi, il faut avoir l'humilité de dire, je ne sais pas, je vais demander. Et donc c'est là le but de la formation dans ce séminaire. Le grand Bachan il avait dit, un des directeurs avait dit, que quand quelqu'un y rentre, le premier jour, il est déjà rabbin. Il est déjà capable. Il a les moyens pour être déjà rabbin, pour qu'il puisse répondre aux questions. Qu'est-ce qu'il va faire pendant tout le temps de la formation? Il va se perfectionner, il va avoir tous les ruages. Mais je conçois ce qu'il dit le Rav Kremizi, que normalement, c'est pas en 5 ans. Quelqu'un qui ne sait pas lire, il est certain, il lui faut au moins 15 ans de rabbinat pour qu'il puisse comprendre tout. Mais ce n'est pas ça le cas. Aujourd'hui, on a un mélange de tout le monde, des gens qui ont fait des chivot podiovic autres qui viennent pour être, donc sûr et certain qu'ils ne vont pas faire 5 ans. Ils vont leur réduire le temps, et puis dès la première année, ils vont déjà prendre une communauté parce qu'ils sont capables de diriger. Et pendant qu'ils sont donc, en formation, avant le titre de rabbin, donc on les envoie en formation. Par exemple, moi, en Normandie, j'ai quelqu'un à Caen qui est élève rabbin, et donc je le suis, je suis son tuteur. Et donc tous les samedis soirs ou dimanches, il m'appelle pour me dire voilà tel ou tel problème. Je vais de temps à autre passer un Shabbat avec lui pour avoir une idée, pas pour le surveiller. On n'a pas besoin de surveiller, mais simplement pour le guider dans une communauté comme la France qui est un peu complexe. D'accord. Mais du coup, il y a ce que dit Rav Kremizi, c'est quand même pertinent. Ça veut dire que bien sûr. Alors, il faut, c'est moins pertinent aujourd'hui, mais c'est vrai qu'il y a 30-40 ans. En réalité, ce qu'il dit, c'est qu'il y a un risque, même si personnellement j'ai étudié dans un kollel qu'a monté Rav Avner Ibgi, oui, justement, où là-bas il prend quasiment que des rabbins du consistoire, justement pour qu'après le séminaire, etc., ils continuent. Ils font là-bas chez lui 3-4 heures par jour. 3-4 heures par jour de Gemara, etc. Sûr, chez lui. voilà. Et avec un vrai, et Dafka avec un vrai niveau. Mais en tout cas, ce que dit Rav Kremizi, c'est que le danger de faire reposer une décision halachique sur quelqu'un qui a peu étudié et de compter sur sa bienveillance et sur son humilité, c'est vrai que ça peut poser problème. Maintenant, c'est pour ça que j'aimerais que vous répondiez à ma deuxième question, et avec Rav Kremizi aussi votre vision là-dessus, à savoir qu'est-ce qu'on attend aujourd'hui d'un rabbin de communauté? Comme dit Rav Kremizi, d'être humble. D'être humble. Non, humble. Okay. Humble. Servir la communauté et ne pas se diversifier. C'est quoi pour vous servir la communauté? Être à plein temps. Et de laisser son téléphone ouvert 24h/24, pas Shabbat. Et être capable de répondre. Et si quelqu'un décède à 2h du matin, il ne va pas dire il faut rappeler à 6h. Ça, c'est un. Quand on s'engage dans une communauté. C'est une vocation, quoi. Une vocation, c'est-à-dire on ne vient pas pour la paye ou autre. On vient pour servir sa communauté. On a des gens très. Connaissent bien la halakha et autres, et d'autres qui ne connaissent pas du tout, d'aller leur rendre visite, d'aller voir les malades, d'être capable de ramener les gens et non pas repousser les gens, et de savoir, donc toujours, recevoir toute personne qui rentre, donc avec affabilité, gentillesse, pour leur donner cette image du rabbin qui rassemble, et non pas... Et est-ce que les rabbins ils sont formés pour gérer par exemple des problèmes de problèmes familiaux, de couple, des problèmes. Bien sûr, ils ont des formations dans les 5 ans, bien sûr, par des spécialistes qui vont leur parler. Donc, comment interpréter, ne pas se mêler trop, de savoir où est la limite, donc de la limite du rabbin dans
le Shlom Bayit. Donc c'est 5 ans, c'est pour ça que je dis, quand il rentre au séminaire, il est déjà formé. Il a besoin de se perfectionner et de savoir, donc c'est pour ça qu'on les envoie dans les communautés pour se former, de connaître les halachot de la Brit Mila, de tout. Et on les envoie aussi faire un stage sur les guitines, sur les conversions, sur la cache-route. Ils vont faire. Après-midi, ça vous angoisse un peu tout ça, j'ai l'impression. Ça m'angoisse un peu parce que, d'abord, je voudrais dire que le Rav a dit quelque chose d'extraordinaire et que je pense que si on pourrait se rappeler de ça, lui, il est Rav, moi je suis Rav et c'est le plus important, je pense, c'est la dévotion à la communauté. Et je pense que on l'a tous entendu de comment il a dit avec quel amour il avait et je pense que ça c'est le plus important. Ça c'est certain que le dévouement à la communauté. Je pense qu'on pourrait rajouter une autre chose, qu'il ne faut jamais oublier que le Rav, malgré qu'il reçoit du kavod, parce qu'il doit recevoir de l'honneur de la Keïla, parce que s'il n'est pas honoré par sa Keïla, il ne peut plus rien faire. Mais cet honneur a une double médaille et une responsabilité du Rav. De toujours être la personne leader entre la personne, la communauté qui est la personne, et Akadosh Baruch Hu, qui doit donner, et il doit transpirer la Yirat Shamayim. Ça veut dire que on doit être à chaque moment de notre vie. Et en tant que Rav, on reçoit souvent d'appels de d'autres communautés. Oui, vous savez, on a vu le rabbin, il a dit la shonara, il n'a pas fait. Ça me dérange profondément, même que je suis sûr que le Rav a les meilleures excuses du monde. Je juge pas les rabbanim. Mais il ne faut pas oublier que nous sommes la lumière de la communauté. Et cette lumière, elle a énormément de responsabilités. Comment on mange, comment on boit, comment on se comporte avec notre femme, comment on se comporte avec nos enfants, comment on gare notre voiture, quand on va faire les courses, combien des fois je vais acheter à métro, comme chez vous, le Carrefour, derrière mon dos, j'ai quelqu'un de la communauté qui me regarde comment je dis merci à la caissière. C'est pas une vie de rabbin, c'est pas au moment où je suis dans la synagogue. Le rabbin doit transpirer la rabbanout, la kdusha, la tahara, la yirat shamayim à chaque moment de sa vie. Et s'il transpire cette yirat shamayim, alors la Yirat Shamayim va transpirer sur les gens de sa communauté. Avec quel amour il va parler, avec quelle volonté il a la volonté de rapprocher chacun des membres de sa communauté vers Hakadosh Baruch Hu. Ça, c'est notre but comme on doit avoir en tant que Rav Malka. Alors j'ai une histoire du Rav Feinstein. Quand il est décédé, le Rav Feinstein, Zecher Tzadik Libracha, vendredi des Shiva, le téléphone a sonné chez lui. Le fils de Rav Feinstein prend le téléphone. Il n'était pas encore mort. On m'a dit, peu importe. Et elle demande... J'adore cette histoire. Elle demande à quelle heure Shabbat il rentre. Alors, celui qui a répondu, le fils, il a dit, mais vous n'avez pas de calendrier? Alors il a dit, oh, il y a quelque chose qui est arrivé au Rav Feinstein. Ça fait 20 ans en plus que j'appelle tous les vendredis pour demander à quelle heure rentre Shabbat. Il ne m'a jamais dit, vous n'avez pas de calendrier. Bien sûr, s'il avait un calendrier, il n'avait pas besoin de lui. Donc le rabbin doit aussi savoir, être disponible pour répondre à cette question. Et je pense que ce qu'il a dit Rav Krimizi, j'adhère à 100% parce que si, en tant que rabbin, on montre la Yirat Shamayim et surtout, on est représentant d'Hachem auprès des non-juifs, auprès des pouvoirs publics. Donc on fait du Kiddush Hashem en permanence. Juste pour finir, je vais vous donner le mot de la fin. Est-ce que vous pouvez nous donner votre plus beau souvenir en tant que rabbin du consistoire? Ça fait combien d'années que vous êtes rabbin du consistoire? Depuis 1980. Ça fait un petit... Pas mal. 38 ans, c'est pas mal. À peu près, pas mal. Alors, mon plus beau souvenir, tout d'abord, donc, d'avoir vu de mes yeux les conversions, le bonheur de voir quelqu'un qui est dans le mikvé et qui, on ressent cette vibration pour l'amour d'Hachem. Et donc, c'est un spectacle, c'est un regard. On ne peut jamais l'oublier jusqu'à la fin de sa vie parce que peut-être j'en ai fait 4000, je ne sais pas combien, mais à chaque conversion, j'ai appris. Mais comme la médaille Iskalti, j'ai appris de chaque personne quelque chose de plus. Ils ont ramené. Mais en province, c'était
grandeur et surtout des souvenirs, par exemple, où le curé m'appelle la veille de Kippour pour me dire que demain, un certain monsieur tel est décédé, il est marié avec une non-juive, il demande d'être incinéré, et c'est Kippour. Il me dit, est-ce que vous voulez quand même venir pour assister à l'incinération? Et je leur dis, mais non, mais ce monsieur, sans doute, il a connu la Shoah, comment? Et donc, ce contact avec les non-juifs et autres, que même ça, quand on a de bonnes relations, eh ben on voit que les autres religions, ils viennent, ils collaborent avec vous dans la mythologie chrétienne et autres. Et ce qui est triste, c'est en fin de compte cette perdition, comme on a dit au début, cette assimilation qui est vraiment, qui fait beaucoup de mal, mais ô combien, quand on ramène, juste pour le mot de la fin, juste le mot de fin, à M. Weisblatt, Zichlon Livracha. Il est venu une fois à Clichy, un dimanche pour payer un don. Il ne venait pas du tout à la synagogue. Et il est descendu, on faisait un shiur, un cours, et quand ils l'ont vu, c'est quelqu'un qui a fait la Shoah et autres, il avait déjà 85 ans, il est mort à 100 ans. Et tout le monde, un s'est levé, il lui a donné une chaise, un autre lui a donné un croissant, et l'autre dit, mais qu'est-ce qui vous arrive? Il dit, non, parce qu'on est très content de vous voir. Il était tellement émerveillé jusqu'à la fin de sa vie. Il est venu tous les Shabbatot de Saint-Lévi. Il est venu pour monter Lévi et pour laver les mains du Kohen avant ça. Et donc, toujours, il disait que cet accueil merveilleux que vous avez vu. Donc, je pense que de voir cet homme qui a connu la Shoah, qui a perdu toute sa famille, qu'il a refait, et qu'il est là, de venir tous les Shabbats et nous parler de la Shoah, comment a été sauvé, autre, c'est un souvenir merveilleux. Alors, je pense que on a, avec le Rav Kremisi, s'il est d'accord, on a un privilège d'être dans les communautés, de voir des enfants naître, malheureusement les décès et autres, et à chaque occasion, c'est quelque chose, c'est un cadeau d'Hachem pour nous. Alors c'est le moment de le remercier, de dire merci à Kadosh Baruch Hu, de nous avoir privilégiés pour être tes rohim, tes bergers. Faites très attention, j'ai très peur qu'après cette émission, le séminaire de Vauclin soit submergé d'appels après un témoignage comme ça. Merci beaucoup, Koder Rabbanim. À très très bientôt. Merci Rav Kremisi. Rav Kremisi, couvrez-vous bien. La neige. Et des bonnes nouvelles à tous. Kol Tov.